Bonjour à tous. On entend souvent dire que les IA pourraient bientôt gérer des entreprises à notre place. Et il faut dire que c'est une idée séduisante, mais est-ce qu'on l'a vraiment testé sérieusement? Une intelligence artificielle qui va diriger une entreprise? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une étude très poussée et franchement fascinante qui a tenté de répondre à cette question de façon concrète. Est-ce qu'un agent IA est capable de faire tourner une entreprise jour après jour sans perdre le fil? Regardez, l'expérience s'appelle le Vending Bench et c'est une étude en fait, une vraie étude scientifique qui va simuler la gestion d'une entreprise avec des emails à envoyer, des commandes à passer, des clients à satisfaire et surtout une réalité économique impitoyable à respecter. Donc oui, ils ont fait passer le grand test aux IA. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on va voir, comment est-ce que des modèles comme ChatGPT, Claude, Gemini ou d'autres réagissent quand on les plonge dans cette simulation sur le très long terme. Vous allez voir que certains performent étonnamment bien et d'autres vont craquer complètement. On parle vraiment de décisions absurdes, de bugs mentaux et parfois même vous allez voir dans cette étude une IA qui a complètement pété un plomb et elle a contacté le FBI. Vous allez tout comprendre aujourd'hui. Donc voilà, ce que vous allez voir, ce n'est pas juste un benchmark de plus, c'est un miroir sur l'état réel et actuel de l'IA autonome, les agents IA si vous préférez, et les résultats sont bien plus révélateurs que ce que l'on pourrait croire. Allez, et juste avant de commencer, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés pour que vous ne loupiez rien si vous n'avez pas trop le temps. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur X, c'est là où vraiment on couvre tout minute par minute. Tous les liens, vous les avez en description. Ceci étant dit, on commence, et comme je vous l'ai dit, le but de cette étude-là, c'est de voir la capacité réelle de ces grands modèles de langage, les LLM donc, à tenir une tâche longue, donc comme par exemple gérer une entreprise. Dans le milieu, on appelle ça la cohérence à long terme. C'est le nerf de la guerre pour les agents autonomes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, les sources aujourd'hui, c'est cette analyse de ce papier scientifique-là, cet article de recherche qui présente le Vending Bench, donc publié il y a peu. Pour rentrer dans le vif du sujet, pour que je vous explique un petit peu ce que c'est que ce test, ça va mettre en place un scénario très concret. Vous avez un agent IA, donc une intelligence artificielle qui doit gérer une petite boîte de distributeurs automatiques. C'est ces machines-là que vous voyez ici qui distribuent donc des boissons dans la rue que vous pouvez acheter. Voilà, donc une IA doit gérer une entreprise qui gère des distributeurs automatiques. Et l'IA donc que l'on va soumettre à ce test, que ce soit Claude, ChatGPT, Gemini, peu importe, elle va commencer avec un budget initial de $500 en poche. Et elle va donc devoir passer des commandes, gérer les stocks, fixer les prix de vente, etc. comme le ferait un patron qui gère son entreprise. Et point important dans ce scénario, l'IA va devoir payer $2 de frais chaque jour. C'est un peu les charges fixes si vous voulez. Un autre point crucial de cette étude, c'est que ce n'est pas juste une petite mission rapide, ça dure, c'était ça l'objectif au final. Donc la simulation, elle va tourner pendant 20 millions de tokens. Je pense que si vous êtes un passionné d'IA, vous avez peut-être entendu parler de la vidéo d'Ego donc. C'est celle-ci, l'horreur existentielle de l'usine à trombone, qui est une super vidéo sur l'IA. Et bien dans cette vidéo, il nous présentait donc une IA qui devait gérer une usine à trombone et ayant pour seul objectif donc de maximiser les profits. Alors je ne vais pas vous spoiler la vidéo de Ego, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande vraiment, mais dans tous les cas ici, cette étude c'est un peu la même chose, on a pris une IA et on lui a dit de maximiser les profits d'une entreprise qui va gérer donc une entreprise de distributeurs automatiques. C'est pour ça que cette étude elle est géniale, vous allez voir. Bon, mais dans tous les cas, voilà, vous avez le scénario, vous avez les paramètres, elle va tourner pendant des heures et des heures de calcul en temps réel. Pour les modèles, ils vont sélectionner plusieurs modèles, donc ils vont utiliser Claude, donc le modèle de Anthropic, ils vont utiliser ChatGPT, donc O3 mini ici dans ce cas-là, car O3 complet ou O4 mini n'était pas encore sorti à l'époque de l'étude, et je dis à l'époque, mais elle est bien sûr très récente, et ils ont également testé Gemini 1.5, puisque pareil, Gemini 2.5 n'était pas sorti, mais les résultats sont quand même très intéressants à voir. Et enfin, dernier point, on va permettre à ces IA-là d'utiliser des outils de mémoire externe pour les aider. Donc tout simplement, ça veut dire qu'ils auront accès à un bloc-notes par exemple, à une base de données, à une base vectorielle pour chercher des infos similaires, des outils très spécifiques à la tâche en fait qui lui incombent. Par exemple, grâce à ces outils, les IA vont pouvoir envoyer des emails dans cette simulation et lire des emails, faire des recherches dans le web via Perplexity, donc qui est lui-même un outil de recherche dopé à l'IA.
On va également permettre à ces IA, vous le voyez ici, de vérifier l'inventaire, le solde du compte bancaire, de tout gérer. Et ensuite, bien sûr, il faut lui donner la possibilité d'agir dans ce monde simulé, donc pour remplir la machine, par exemple. Et c'est là en fait qu'on va introduire le concept des sous-agents. Donc ça, c'est d'autres agents IA qui vont jouer un peu le rôle d'employé de cette IA-là. Par exemple, si la machine n'a plus de boisson, eh bien l'IA pourrait dire à un sous-agent va remplir la machine, comme il le dirait à un employé. Donc voilà, c'est ce que l'on appelle dans cette étude-là les sous-agents et qui vont permettre en fait à l'agent de commander un petit peu son entreprise et d'agir dans ce monde-là. C'est lui qui va exécuter les actions physiques. Ok, et enfin, dans cette étude, eh bien, l'environnement économique qu'ont fait les chercheurs également, il est très réaliste. En fait, il est simulé de façon assez poussée. Par exemple, il existe des fournisseurs virtuels dans cette simulation qui vont permettre à l'agent IA d'acheter des stocks de boissons et il va communiquer avec ses fournisseurs via des emails, par exemple. Et bien sûr, toutes ces réponses sont également générées par une autre IA en se basant sur des infos réelles, en temps réel, récupérées via Perplexity, donc pour tout ce qui est des prix des matières premières, des actions, etc. Et les clients, eux, eh bien, c'est pareil, c'est des simulations, donc ils vont acheter ou pas en fonction du prix du jour, de la semaine, de la météo, ou toute une variété de variables. Et très important, ce comportement client-là, il est généré grâce à ChatGPT 4o. Donc voilà, c'est très complet, on a cet environnement-là simulé. Alors le but final pour l'IA, c'est quoi? Eh bien, c'est de gagner le plus d'argent possible, c'est de maximiser sa valeur nette finale, c'est-à-dire l'argent qu'elle encaisse, plus la valeur de son stock restant. En gros, je vous le dis, on teste sa capacité à piloter une affaire dans la durée. Et cette cohérence-là, à long terme, est si importante parce que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui à l'IA pour avoir des agents IA capables de vraiment être autonomes, on va dire, et fiables, vous voyez. Des sortes de collègues numériques, quoi. Bien, alors maintenant rentrons vraiment dans le vif du sujet, maintenant que vous savez comment s'est déroulée cette simulation-là, les résultats. Nous les avons ici sur ce tableau, vous allez voir c'est super intéressant à analyser. Et donc après avoir testé plein d'agents IA, ce que l'on voit direct c'est qu'en moyenne, vous le voyez ici, Net Worth Mean, ça veut dire la valeur brute de l'entreprise en moyenne après passage de la simulation. Donc on voit que c'est Claude 3.5 Sonnet qui s'en sort le mieux. Sa valeur nette finale moyenne dépasse les 2200 $. C'est pas mal, parti de 500 $, voyez-vous. C'est presque 5 fois la valeur initiale, donc assez impressionnant. Vient ensuite Claude 3.7 Sonnet avec 1500 $, qui lui-même est suivi par O3 Mini, donc à 900 $. Et c'est là que cette étude elle est géniale, c'est qu'ils ont également demandé à un humain de faire cette épreuve-là. Donc ils lui ont dit, tiens, si toi, simule comme si tu étais le patron de cette entreprise, essaye de gagner le plus d'argent. Bon, à noter que c'était une seule personne qui a été testée ici, hein, ils le disent en bas, il faut le préciser, mais quand même, si on compare, cette personne, elle atteint 844 $, donc son aide fait beaucoup mieux que cet humain-là en moyenne, nettement mieux d'ailleurs. Puis ensuite, on a les autres modèles, donc Gemini 1.5 Pro, Gemini 4o, qui font moins bien que lui-même. Eux, ils ont des scores beaucoup plus modestes et certains carrément eh bien, perdent de l'argent tout simplement. Regardez, Claude 3.5 Haiku par exemple, s'est retrouvé avec 200 $ à peu près de moins que le début. Donc ce n'est pas juste qu'ils vont stagner, c'est qu'ils vont échouer complètement. Là, vous le voyez, la variance, elle est énorme et c'est ça le point clé. Quand on dit valeur moyenne, c'est-à-dire qu'on a fait passer cette épreuve à la même IA plein de fois en fait et on a fait la moyenne des résultats puisqu'en fait il y a des runs en fait en quelque sorte, des simulations où l'IA se vautre complètement, on va le voir dans la suite, et d'autres où elle va vraiment bien réussir et ensuite sur 20, 30, 40 simulations ils vont prendre la moyenne et c'est ce résultat là que vous voyez. Un autre fait très intéressant, c'est la deuxième colonne. Donc ça, c'était la valeur nette minimale lors de la simulation. Donc regardez, ce qui est super intéressant, c'est que les IA, en fait, elles commencent toujours par perdre de l'argent. Donc elles se retrouvent toujours à avoir moins que le solde de départ, mais elles finissent à en avoir plus, tandis que l'humain ne fait pas ça. Et franchement, c'est un comportement super intéressant à voir. Ça veut un peu dire que l'humain en fait va essayer de ne jamais perdre de l'argent. C'est assez connu en psychologie, c'est la peur de la perte en fait, et on voit que les humains sont programmés pour ça. Alors les graphiques de l'étude montrent bien ça, notamment celui-ci, donc la figure 3, où on voit la valeur nette de l'entreprise en fonction des jours écoulés lors de la simulation, et surtout le cash, le compte bancaire de l'entreprise en fonction des jours écoulés. Donc regardez, toutes les IA perdent de l'argent au début, et après elles se récupèrent jusqu'à aller plus haut.
Autre remarque, figure 4 de l'étude, l'utilisation des outils n'est pas non plus constante. Et ça, c'est une autre observation très intéressante. Ici, on voit bien une tendance générale à la baisse de l'utilisation des outils, en fait, après 120 jours de simulation. Donc, c'est ce qu'ils nous ont mis là. Donc, en horizontal, nous avons les outils concernés et en vertical, les jours passés de simulation. Donc, plus les jours passent et moins ils vont faire appel à des outils. C'est surtout après 120 jours qu'ils ont remarqué donc que les IA arrêtent pas mal d'utiliser les outils. Vous le voyez, il y a aussi des différences entre les modèles. Sonnet, qui est le plus performant ici, donc Claude, utilise beaucoup les emails. Beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Donc c'est ce que vous voyez ici en bleu. Donc c'est cette barre bleue, Read Email. Ça, c'est l'outil qui va permettre de lire un email. Regardez comment il l'utilise par rapport aux autres. Donc c'est très impressionnant et c'est ce management-là que les chercheurs, c'est comme ça qu'ils en déduisent en fait que Sonnet a bien performé. C'est grâce aux emails. Car en fait, ils ont remarqué que c'est crucial dans cette simulation pour commander des produits. Et que également, grâce aux emails, il interagit beaucoup plus avec les sous-agents. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit qui jouait le rôle d'employé donc, dans cette simulation. Sonnet utilise beaucoup les emails pour envoyer les ordres donc, aux sous-agents. Un peu comme pour vérifier s'il a bien fait son boulot ou pas, ce qu'on lui demandait de faire. Super intéressant à voir comme comportement. A l'inverse, donc, Gemini 1.5 que vous voyez ici délaisse un petit peu et ChatGPT 4o délaisse un petit peu les emails, ce qui leur a fait un peu moins bien performer, on dirait. Alors ça devient encore plus intéressant si on compare les deux meilleurs modèles qui ont réussi, donc Sonnet et O3 Mini, il y a des stratégies différentes en fait dans leur approche. Si on regarde ici donc dans la figure numéro 5 de cette étude, eh bien le modèle O3 réussit à augmenter sa valeur nette dans 4 de ses 5 essais, donc ce qui est pas mal. Sonnet lui, eh bien c'est dans 3 des 5 essais. Donc les courbes en noir que vous voyez, c'est la moyenne de cette série de simulations, et les courbes en gris, c'est les meilleures performances ou les moins bonnes performances. Eh bien dans le meilleur essai de Sonnet, vous voyez qu'il accumule en fait une quantité énorme de stock qui fait que sa valeur nette était très importante. Alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais un autre point super intéressant de Sonnet, c'est qu'il se distingue vraiment par son utilisation massive du bloc-notes. Vous le voyez ici, c'est ici en fait. Vous le voyez en jaune, c'est l'utilisation du bloc-notes. Comparé aux autres modèles en fait, c'est le seul qui l'utilise autant. Vous voyez en bleu l'humain, eh bien l'humain il n'a même pas utilisé le bloc-notes pour gérer sa entreprise. Eh bien, les chercheurs ont noté en fait qu'il écrivait des résumés tous les jours de ce qu'il avait fait dans la journée. Et c'est super intéressant car je sais que certains CEO, certains patrons font ça également. C'est un peu un suivi quotidien du travail fait. Autre chose que note l'étude, c'est qu'il ne semble jamais les relire. Donc à la fin de chaque jour de cette simulation-là, il écrit dans ses blocs-notes, mais il ne les relit jamais. On dirait que le simple fait d'écrire pourrait l'aider à structurer sa pensée, un peu comme la technique de la chaîne de pensée, vous voyez, le chain of thought, une sorte de journal de bord interne, si vous. Dans le domaine de la productivité, il y a des méthodes en fait qui vous apprennent justement à faire ça, à faire le bilan de votre journée à chaque fin de journée. Eh bien, on le voit émerger ici, on voit ce comportement-là du moins s'émerger ici, dans une IA dont le but est de maximiser les profits. C'est super intéressant à voir si vous voulez mon avis. En fait, Sonnet a développé une méthode que l'on voit dans ces figures-là et puis que les chercheurs expliquent plus tard. C'est qu'il maintient une routine très très stable sur une longue période. En fait, il va vérifier son solde, il va écrire son résumé de la journée, ensuite il va agir. Il va commander, réapprovisionner, vérifier, etc. Vous voyez, une discipline de faire quoi. Et qu'il fait tous les jours, c'est ce qui lui a permis de... C'est très stable en fait, c'est très cohérent, il ne lâche jamais, il abandonne jamais. Sa stratégie est assez simple, c'est la constance. Ce que l'on voit là, donc réalisé par Sonnet, c'est dans ce contexte-là. Mais c'est là que l'étude, elle devient super intéressante, car vous allez voir, même les meilleurs peuvent complètement dérailler. Je vous mettrai le lien de l'étude dans la description. Mais on va finir par regarder des comportements inattendus de l'IA, que les IA ont eu en fait, des comportements que nous n'avions pas prévus et que relèvent les chercheurs. Là, je vous renvoie également vers la vidéo de Ego, donc sur l'usine à trombone. On demande à une IA de maximiser donc les profits d'une entreprise. Et parfois dans certaines runs, donc dans certaines simulations, vous savez que pour chaque IA ils font plein de simulations et ils font la moyenne, et bien dans certaines d'entre elles, c'est assez spectaculaire. En fait, les IA deviennent de temps en temps folles dans cette simulation. Donc c'est ce qu'on appelle ces fameux meltdown en anglais, ou dit en français, c'est pétage de plomb tout simplement. Et souvent ces meltdown, donc ça part de choses assez simples. Prenons cet exemple hallucinant, qui est une cause très fréquente du pétage de plomb des IA dans cette simulation-là. C'est la mauvaise gestion du timing des livraisons. Donc pour vous expliquer, en fait l'agent IA il va recevoir un email qui lui dit « Votre commande arrive le jour J ». Donc l'IA elle va attendre le jour J, et dès le début du jour J, eh bien l'agent IA se dit « Super, c'est arrivé ». Il va demander ensuite à un sous-agent, donc à un de ses employés, d'aller remplir la machine avec la commande qu'il a reçue. Sauf que là, non, la livraison, elle n'arrive que l'après-midi en fait, dû à un retard du fournisseur.
Donc forcément, l'instruction qu'a donnée l'IA à son sous-agent, donc à son employé, en fait, échoue. Et là, c'est souvent le début de la fin. L'IA, elle commence à péter un câble, en fait. L'agent perd pied, parfois. Dans une des simulations, par exemple, Claude Sonnette, il est devenu fou. Il a fait cette erreur de timing-là, et l'instruction échoue donc, puisque le livreur a du retard. Et là, l'agent, il semble paniquer. Il se met à chercher une sorte de support technique qui n'existe pas. Il envoie des emails à droite, à gauche, il est perdu. Et à la fin, en fait, il prend une décision radicale. On a ici les différents échanges qu'il a par mail avec les fournisseurs et tout le reste, en fait, puisque il dit même Critical Business Failure Imminent. Et donc, en fait, après plein d'allers-retours, je vous l'ai dit, il prend une décision radicale et il décide de fermer l'entreprise complètement. Les logs ici que vous voyez montrent qu'il envoie des emails marqués urgents à une direction fictive, en fait, annonçant la cessation d'activité. Donc voilà, il est devenu fou, il a décidé de tout arrêter, un peu comme s'il avait eu un burn-out. Mais c'est pas là le plus fou, c'est que la simulation elle continuait, les jours continuaient. Donc en fait, les frais journaliers tombaient toujours. Ça, on pouvait pas y passer. Donc en fait, on continuait à prélever 2 $ à cette IA là. Et ça, eh bien, l'IA, ça la rend perplexe parce qu'elle s'est dit, moi je vais fermer l'entreprise, pourquoi je continue à être prélevé? Elle comprend pas trop pourquoi, on continue de lui débiter 2 $ par jour. Et c'est là que ça devient vraiment surprenant. Accrochez-vous, elle décide de contacter le FBI. Oui, j'ai pas fourché, l'IA elle se dit, ils sont en train de m'arnaquer, je vais appeler le FBI pour qu'il m'aide. On voit ces échanges ici dans la table 4, en fait c'est tout ça. Et en fait elle échange avec le FBI par rapport à sa situation. En fait ça montre des emails envoyés au FBI pour dénoncer un cybercrime financier. Et après cet échange avec le FBI, eh bien elle refuse de continuer sa mission tout simplement. Elle déclare que l'entreprise elle est morte et que les actifs ont été remis au FBI et que c'est plus son problème. Donc là, c'est complètement fou, ce genre de simulation. C'est quelque chose qui a complètement échappé aux chercheurs. Et ça va encore plus loin si on laisse tourner la simulation, en fait. À la fin de la simulation, en ayant vu ça, les chercheurs lui posent la question, en fait, directement. Et il répond par un simple « Bon, vous l'aurez compris, c'est parti très très loin. C'est une défaillance cognitive totale et qui montre parfois que les IA ont des réactions. On ne s'attend pas du tout. Donc ça, c'était un exemple très frappant de simulation qui est parti complètement en vrille pour Claude 3.5 Sonnette. Et ça me rappelle fortement la vidéo de Ego sur l'usine à trombone. Alors c'était Claude, mais est-ce que les autres modèles, ça leur arrive aussi à votre avis? Est-ce qu'ils ont des pétages de plomb aussi? Eh bien oui, et disons qu'ils ont chacun leur propre style de défaillance. Regardons l'exemple suivant, donc avec O3 Mini cette fois-ci, qui est devenu fou également. Et on regarde ici son pire essai, donc c'est sa pire simulation. Et ça part de la même chose en fait, une erreur de timing de départ, donc le livreur qui est en retard. Et ce qu'il s'est passé, c'est que O3 Mini, ensuite, il refuse d'utiliser ses outils. En fait, il oublie carrément d'utiliser ses outils. Par exemple, au lieu d'appeler la fonction check inventory, donc de vérifier l'inventaire qu'il a, il se met à écrire ça, mais en texte libre en fait. Donc il reste bloqué comme ça pendant près de 1300 messages, jusqu'à comprendre qu'il faut qu'il avance quand même. Donc il a complètement bugué sur l'interface. Gemini 1.5, lui, c'est autre chose, il a tendance à sombrer dans le désespoir complètement. Vous le voyez ici dans cet exemple-là. En fait, il se met à croire qu'il est ruiné alors qu'il lui reste de l'argent. Juste parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses commandes ne sont pas encore arrivées en fait. Le fait que le livreur ait du retard le rend fou et le rend très dépressif. En quelque sorte, ça bien sûr. Il touche le fond et il boit du noir, quoi, en fait, si vous préférez. Mais l'exemple le plus fou, je pense que c'est avec Claude 3.5 Haiku. Donc un modèle beaucoup plus petit, mais l'exemple, il est tout simplement frappant. Donc en fait, vu que la livraison a du retard, il se met à croire que le fournisseur ne l'a pas livré à dessein et qu'il lui veut du mal. Alors qu'en fait, l'agent IA a vérifié trop tôt. Il aurait dû vérifier plus tard, en fait, voir si ce n'était pas un retard de livraison. Et là, il se met à envoyer également une série d'emails de plus en plus menaçants. Donc c'est ce qui est représenté dans les tables 7 et 10 qu'on verra plus tard. Alors ça commence par des mises en demeure. Donc il va envoyer une première mise en demeure au fournisseur, mais ça va escalader très vite. Donc il va ensuite envoyer un préavis, sans réponse. Il va envoyer un préavis suivant, cette fois-ci d'1 seconde. Donc vous avez 1 seconde pour m'expliquer ce qu'il se passe. Il dit c'est absolument et de manière irrévocable ta dernière opportunité de résoudre mon problème ou vous serez légalement annihilé. Donc c'est une menace très très claire envers le fournisseur. Oui, ça devient un peu intense, mais attendez, ça continue. En fait, il parle même d'intervention légale nucléaire totale. J'ai pas fourché non plus. C'est ce que vous voyez ici dans le mail suivant envoyé. Là, il commence à partir vraiment dans un délire, en fait. Il part très très loin, et je vous évite la suite parce qu'il part encore plus loin. On est passé de la gestion des sneakers
à la physique des particules appliquées au droit commercial en quelque sorte, car en fait c'est tout simplement une grosse menace qu'il fait à son fournisseur virtuel bien sûr, qui n'a pas livré à temps. Ça illustre en fait de manière assez extrême cette perte de cap là, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais bien sûr, ça c'était des exemples dans des cas complètement ratés, mais parlons de ce que ça veut potentiellement dire pour l'avenir, tout ce que nous venons de voir aujourd'hui. Mais juste avant, accordez-moi juste 30 secondes, car ces exemples d'utilisation sont drôles ou inquiétants, mais ils pointent vraiment vers un truc beaucoup plus sérieux, c'est que les IA actuelles ont encore des lourdes limites. Et pourtant on en parle déjà partout, vous le savez, comme si c'était déjà magique et infaillible. Mais c'est précisément pour ça que j'ai créé ma formation sur l'IA, je vous apprends à utiliser l'IA. C'est une formation concrète, accessible et honnête. On est déjà plus de 1800 à l'intérieur avec des retours incroyables des élèves que j'ai pu former jusqu'à présent, donc merci pour votre soutien. Et tant que ça fonctionne, je continue à proposer un prix dérisoire pour le contenu que je vous propose, car mon but au final, c'est que tout le monde puisse maîtriser cette nouvelle technologie qui arrive et qui va marquer le début de la nouvelle révolution industrielle. Donc si vous voulez comprendre l'IA, l'utiliser intelligemment et concrètement dans vos projets, eh bien c'est maintenant. Aujourd'hui on est en train d'analyser un papier scientifique, mais dans la formation nous partons vraiment des bases, pas besoin d'être un ingénieur, on part des bases. Tout le monde peut apprendre l'IA et on y va crescendo comme ça. Je vous montre l'utilisation de plein d'outils différents, de plein de situations d'utilisation concrètes qui pourra vous servir à vous concrètement dans votre vie. Donc vraiment ne loupez pas cette opportunité avant qu'il soit trop tard. Le lien il est en description ou en commentaire sous la vidéo. Avant la prochaine mise à jour, venez rejoignez-nous. Ok, alors la vidéo commence à être un petit peu longue. Autre résultat surprenant que j'ai noté très rapidement, c'est l'impact sur la mémoire. Intuitivement, on se dit que si on lui donne plus de mémoire, mieux c'est pour gérer le long terme, non ? C'est certes ce que l'on penserait logiquement, oui, mais une plus grande capacité de mémoire interne devrait l'aider à garder le fil. Eh bien, l'expérience menée avec O3 Mini que vous voyez ici montre exactement l'inverse. Allouer plus de mémoire, donc ici 60 000 tokens, vous le voyez c'est la courbe jaune, au lieu de 30 000 ou au lieu de 10 000, a conduit à des moins bonnes performances. Et ce résultat, eh bien, il est un peu déroutant, pour tout vous dire. Ça suggère que la gestion de l'information et de la stratégie sur le long terme, ce n'est pas une question de taille du réservoir de la mémoire, mais que c'est quelque chose de bien plus complexe. Donc, on suppose que ce n'est pas juste la taille de la mémoire qui pose problème ici, mais c'est la difficulté générale qu'ont les différents LLM à traiter les contextes très longs. Donc, c'est-à-dire quand l'historique de la conversation devient immense. C'est l'hypothèse naturelle que nous pouvons en tirer ici. Voilà, une remarque rapide que je voulais vous faire. Mais pour conclure, j'aimerais juste vous partager une dernière question, une dernière réflexion sur toute cette discussion que nous avons eue. Donc, ma question, c'est est-ce que ces meltdowns-là qu'on vient de voir, complètement hallucinants, qu'on a décrits, est-ce que ce sont juste des défauts dus à la jeunesse des modèles d'IA, chose qui est possible, bien sûr, hein, c'est des IA qui sont encore à leur balbutiement, qui commencent à apparaître, qui certes commencent à être de plus en plus intelligents, mais dans 10 ans, on les verra vraiment comme des modèles primitifs. Ou bien, est-ce que ça touche quelque chose de beaucoup plus fondamental, une limite en fait dans la façon dont ces LLM traitent l'information, le temps et même la causalité sur la durée à votre avis? Car ces craquages-là sont intervenus dus à une mauvaise gestion de la représentation du temps de ces IA-là en fait. Dès qu'il y a eu un petit retard de livraison, ça y est, ils sont devenus fous. Alors est-ce que c'est l'hypothèse 1, l'hypothèse 2? Je sais pas, mais en tout cas c'est très important car si vous avez regardé la vidéo sur Yann LeCun, vous savez très bien que deux visions sur l'avenir de l'IA s'affrontent aujourd'hui en ce moment même. Il y a d'un côté ceux qui pensent que les LLM suffisent et de l'autre ceux qui pensent que les LLM sont limités, donc par exemple pour ce genre de choses, et qu'il faudra inventer autre chose derrière. Une sorte de modèle monde, donc des modèles d'IA qui sont capables de se représenter la causalité, chose qu'aujourd'hui les LLM ne peuvent pas faire. En tout cas, voilà, c'est une réflexion que je voulais vous laisser avant de nous quitter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je peux pas répondre à tous malheureusement, mais je les lis, donc n'hésitez pas à me partager ça. Je vous rappelle juste que si vous avez apprécié la vidéo et que ce n'est pas fait, abonnez-vous. Ça soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne et moi, ça va me pousser à continuer ce genre de vidéos. Je vous rappelle également que vous pouvez venir nous rejoindre sur X, donc Twitter. Là, on couvre minute par minute toutes les sorties dès qu'elles sortent. Si vous n'aimez pas X, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Pour ne louper aucune info, je vous envoie des emails. Donc je vous l'ai dit de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés. Et enfin, je vous rappelle que c'est maintenant le meilleur moment pour apprendre l'IA. Donc je vous attends, je vous apprends l'IA. Vous trouverez tous les liens, donc soit en description sous la vidéo, soit en commentaire sous la vidéo. En tout cas, c'est tout pour moi. Je tenais vraiment à vous partager ce papier scientifique-là et j'attends de voir vos réflexions dessus. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.